Oui, allô tout le monde. Fierté littéraire, Bistrot le 54 et les éditions TNT reconnaissent et remercient pour leur accueil les Guanangwe Aga et les gardiens Gio Giage Montréal, la terre sur laquelle nous sommes réunis pour le tournage de ce lancement. Merci. Ce soir, nous lançons le deuxième recueil de nouvelles et de récits de Fierté littéraire. En tant qu'éditeur de ce recueil, les éditions TNT sont plus que fiers de s'associer à Fierté littéraire, dont la mission est de célébrer la littérature queer, ses auteurs, ses autrices et ses auteurices. Par ses nombreuses activités et programmes, Fierté littéraire valorise et valide l'écriture queer sous toutes ses formes. C'est pour cela qu'elle organise des concours littéraires annuellement. Il y a de la fierté dans l'air, regroupe les textes des finalistes, des textes gagnants et d'autres textes retenus des concours des 4 dernières années. Les éditions TNT, tout en étant un organisme communautaire, sont un éditeur agréé par le ministère Culture et Communication. Nous publions des livres, vendons des produits dérivés. Les personnes, notamment les jeunes qui sont au cœur de notre mission, qui publient aux éditions TNT, reçoivent des redevances sur les produits qu'ils ont créés. De plus, tous les profits de nos ventes permettent de soutenir notre intervention auprès des jeunes. Publier de jeunes auteurs, autrices, auteuristes, c'est augmenter son estime de soi, lui permettre de prendre sa place dans notre société. Publier les auteurs, autrices, auteuristes de Fierté littéraire rejoint exactement notre mission. J'invite Denis Martin Chabot, directeur général de Fierté littéraire et directeur littéraire du livre, que nous lançons ce soir, à nous lire un extrait. Ma recette de la fierté. Comment réussir la fierté? Comme un peu ma recette de gâteau au chocolat. D'abord, 2 tasses de farine. Sans goût, sans odeur et sans texture, elle demeure l'ingrédient de base, comme la simple existence l'est pour les êtres vivants. Le fait de respirer ou d'avoir un cœur qui bat amoureusement, même s'ils sont des éléments fondamentaux, ne suffisent pas. Ajoutez 2 œufs. Ces 2 embryons de vie doivent éclore pour être utiles. Un œuf ne fonctionne pas à moins qu'on ne le casse. On doit, nous aussi, briser notre coquille pour nous émanciper, nous défaire de nos attaches, qui nous protègent, certes, mais qui nous retiennent aussi, telle la peur, l'ignorance et la haine. Une tasse de bon chocolat, velouté mais amer, tel l'amour dont la douceur se corse par moments. Aimer à en pleurer, pleurer d'amour, aimer à mourir, mourir d'aimer. Une tasse et demie de sucre. Malgré sa valeur nutritive très relative, il relève le goût par moment. Il relève donc le goût des ingrédients. Ceux-ci s'inspirent de sa saveur, délicate pour les pupilles gustatives, mais qui parfois sied moins bien à l'estomac, surtout lorsqu'il y en a trop. On peut en dire autant du plaisir qui améliore de beaucoup le quotidien, souvent éprouvant. Combinez une tasse de lait au mélange, tel le lait maternel qui injecte la vie à un bébé qui tète le sein. Une cuillerée de vanille pour le zeste, comme la passion qui enflamme. Un peu de sel pour recentrer les sens, le savoir, la connaissance, la science sont le sel de la terre. Le beurre est le conducteur du mélange, comme la bonne volonté qui nous unit. Il ne faut surtout pas oublier la poudre à pâte qui fait lever le gâteau, à l'image des personnes exceptionnelles qui inspirent ceux et celles et celles qui les suivent. Pendant que cuit le mélange, attaquons-nous au glaçage. Sucre en poudre, encore du chocolat et un peu plus de beurre, juste un peu plus de plaisir coupable pour nous faire sourire. Comme pour la fierté, on se lasse rapidement de chaque ingrédient pris séparément, car il ne prend son goût savoureux qu'au contact des autres. Merci à Denis Martin Chabot, directeur général de Fierté littéraire. Et c'est tout un investissement d'être un directeur littéraire. Il faut s'abandonner un peu. Un gars comme Denis Martin, il est journaliste, il est auteur lui-même. Mais là, il travaille pour la communauté, il travaille pour les autres. Et je sais que tout le travail que Denis Martin fait pour en arriver avec ce livre-là. Félicitations à Denis Martin. Pour la continuité, maintenant, nous allons accueillir Pascal Cormier.
Ma main tremble en glissant ma carte de crédit dans le parc-mètre. Un passant m'aborde. Je ne vous ai pas déjà vu à la télévision. Sûrement pas. Vous n'êtes pas avocate à Québec. Du tout. Bon. Encore un qui me confond avec Micheline Montreuil. C'est le deuxième ce mois-ci. J'ai un grand respect pour cette pionnière qui s'est battue pour les droits des transgenres. Mais il me semble que je suis plus jolie qu'elle, non? Elle est de 10 ans mon aînée, en tout cas. J'ai l'air si vieille que ça. Le passant bredouille de vagues excuses et s'éloigne. Et j'inspire à fond, tout en ordonnant à mon cœur de retrouver un rythme normal. Relax, fille. Ce n'est pas Joliette ici. Je suis parti ce matin sans but précis pour profiter du chaud soleil printanier et surtout pour m'éloigner de mon environnement toxique. Il y a 2 mois que j'ai franchi le pas et ça ne passe pas avec tout le monde. Dans ma famille immédiate, seule ma sœur est au courant. Comme elle est docteure en psychologie, elle a plutôt bien réagi, même si ça lui a fait un choc. À mon étonnement, la plupart de mes amis ont accueilli la chose avec bienveillance, sans paraître autrement surpris. J'ai une peur bleue toutefois de l'annoncer à mes parents. Je suis prête à envisager tous les deuils, toutes les ruptures. Mais s'ils devaient ne plus m'adresser la parole, j'en aurais le cœur brisé. Néanmoins, il est un être dont je n'aurais pu me passer de l'approbation. Ma fille, Emma, qui vient d'avoir 15 ans. 10 fois, 100 fois, j'ai failli le lui dire et je me suis mordu les lèvres. 10 fois, 100 fois, j'ai contemplé l'idée de lancer plutôt ma voiture par-dessus le parapet d'un pont. Ce qui m'a retenu chaque fois, c'est la pensée du chagrin que j'allais causer à mes proches et surtout la perspective de faire d'Emma une orpheline. Cet enfant-là a été ma raison de vivre depuis le jour de sa naissance. Si je devais la perdre par ma faute, je crois bien que j'en mourrais. C'est d'ailleurs pour elle que sa mère et moi avons quitté Montréal pour Joliette. L'air y était meilleur pour la santé fragile de notre petit ange. Sans compter que nous allions pouvoir lui offrir une cour pour jouer, un luxe qui ne nous était pas accessible en ville. Nous n'avons pas eu à regretter notre décision. La santé de notre fille s'est grandement améliorée et nous avons été heureuses au début. Puis notre couple s'est délité et Emma a dû subir, comme tant d'enfants de sa génération, les déchirements d'une séparation acrimonieuse et d'une âpre bataille pour obtenir sa garde. Le litige a heureusement été tranché en faveur d'une garde partagée et Emma a vécu dès lors dans ses valises, une semaine chez l'une, une semaine chez l'autre. C'était la moins pire des solutions, mais ça lui a quand même fait un triste départ dans la vie. Peu après notre séparation, mue par un besoin irrépressible, j'ai commencé à acheter des collants, puis des dessous féminins, des crèmes épilatoires, du maquillage, des bijoux fantaisie, des jupes, des chemisiers, des robes. J'ai fait mes premières acquisitions à Joliette, prétextant chaque fois que c'était pour elle. Mais tout le monde connaît tout le monde dans ces petites villes. Et je me suis dit qu'on allait vite trouver suspect de me voir acheter ces articles féminins alors que j'étais célibataire. J'ai donc pris l'habitude de faire mes emplettes à Montréal, pour ces friperies géantes où je pouvais trouver des vêtements à ma taille sans me ruiner, et pour jouir de l'anonymat de la grande ville. Je profitais des semaines où Emma était chez sa mère pour faire mes emplettes montréalaises, pour mes escapades montréalaises. Sitôt rentré chez moi, les rideaux soigneusement tirés, j'étreignais mes dernières trouvailles et j'allais m'admirer devant la glace. Mon trouble venait de ce que j'avais l'impression d'être plus vrai sous cet aspect que dans ma vie courante. C'était en homme que je me sentais emprunté, travesti. Bientôt, j'ai passé des semaines entières en femme, vivant comme un vampire qui fuyait la lumière du jour. Quand j'avais une course à faire, je me démaquillais et revêtais mon déguisement masculin. Même les semaines où la petite était avec moi, j'allais la conduire à l'école et me mettais ensuite en tenue féminine jusqu'au soir. Je ne sortais plus, je m'isolais et je me demandais sérieusement si je n'étais pas atteinte de quelque étrange maladie mentale.
Pourtant, les heures où je cédais à mon caprice étaient les seules où je me sentais en paix avec moi-même, en harmonie avec l'univers. J'ai commencé à fréquenter des forums trans sur le web, d'abord en quête de conseils beauté, puis pour échanger avec d'autres travestis, ce que je croyais être à cette époque. C'est ainsi que j'ai découvert que le travestisme est une forme de fétichisme dont la finalité est généralement une excitation sexuelle. Ce n'était pas mon cas. C'est aussi là que j'ai entendu parler pour la première fois de dysphorie d'identité de genre. Plus je discutais avec des transgenres, plus je m'apercevais que mon parcours était en tout point semblable au leur. J'ai alors compris que ce qui m'arrivait n'était pas qu'une passade et que j'allais devoir aller au bout de ma démarche. Finalement, je me tourmentais pour rien à propos d'Emma. Elle m'a ouvert les bras et nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Elle n'a posé qu'une condition. Je ne veux pas perdre mon papa. Depuis, nous magasinons ensemble. Elle est toujours de bons conseils. Et nous prenons un plaisir fou à voir la tête des autres clients quand elle me lance à travers la porte d'une cabine d'essayage. « Puis, papa, est-ce qu'elle te fait la robe? » À Joliette, c'est moins drôle. Les commerçants me regardent comme si je venais d'éventrer un bébé sous leurs yeux. Des bandes d'ados font procession derrière moi, en rigolant. Mes voisins me filment avec leur cellulaire et me crient des injures. Mon logeur fait éruption chez moi quand ça lui chante et me menace d'éviction pour des prétextes divers. On lance des œufs sur ma voiture. Ça fait 2 mois que je suis sorti du placard et je ne sais pas si je vais pouvoir tenir encore longtemps. Je me suis garé devant la place du Puy, en face du parc Émilie-Gamelin. Il fait un temps splendide et je me sens merveilleusement bien. Les gens sont détendus, souriants. Personne ne fait attention à moi, à mon fond de teint trop jaune, à mes gestes nerveux d'oiselle effarouchée. Je déambule sous les guirlandes de boules roses qui surplombent la rue Sainte-Catherine, imaginant qu'elles ont été plantées là pour moi, comme un hommage à ma féminité. C'est bizarre la vie quand même. J'ai vécu plus de 20 ans à Montréal, mais aujourd'hui j'y suis une étrangère. Et pourtant, chaque rue résonne encore de l'écho de mes pas. Chaque mur est imprégné d'un moment marquant, heureux ou malheureux. Les persécutions subies à l'adolescence, mais aussi l'exaltation des premières amours, l'humiliation des petits boulots éreintants et mal payés, les premières publications, les premiers succès, les rencontres, enrichissantes ou non, et surtout l'errance, dans les allées des parcs, les corridors du métro et l'ombre des ruelles. Dans ces délicatessen où j'ai trouvé chaleur et réconfort, ces bistrots où j'ai écrit mes premiers vers, ces discothèques où j'ai cherché à m'étourdir, ces bars où j'ai parfois oublié pour un soir mon ennui et ma peine. Une quête éperdue de moi-même qui me ramène finalement jusqu'ici, Montréal, mon éternel retour. Sans m'en rendre compte, je suis arrivé à Papineau. J'étraîne mes premières chaussures à talons, de modestes talons de 2 pouces, mais quand même. Et j'ai les pieds en sang. J'aurais dû mettre des bas. C'est à peine pourtant si je ressens la douleur. Avant de regagner ma voiture, je fais halte au cabaret Mado. Je suis la seule cliente en cette fin d'après-midi. La barmaid, une superbe drag queen, me fait un large sourire. « Je viens d'ouvrir, qu'est-ce que je te sers? » Encore perdu dans mes pensées, je commande une bière d'une voix mal assurée. Elle me l'apporte et me demande « Est-ce que ça va? » Elle a l'air gentille, et je m'avise soudainement que je ne suis pas en terrain hostile. Rasséréné, je lui réponds « Très bien, c'est ma première sortie. » Je fouille mon sac pour payer, mais elle arrête mon geste. « Je te l'offre. » Avant de s'éloigner, elle se penche sur moi et me murmure à l'oreille. « Je suis contente pour toi. » Et je me dis, comme elles sont bon. À ce moment précis, je sais que je reviendrai vivre à Montréal et que j'y marcherai la tête haute. Je serai enfin chez moi.
Merci à la belle Pascale Cormier pour ce beau texte touchant. On te remercie pour ta présence, ton implication. Nous allons maintenant accueillir à nouveau le directeur littéraire de ce recueil que nous lançons aujourd'hui, M. Denis Martin Chabot. À découvert, d'Étienne Beauséjour, le gagnant d'Auteur Académie 2018. 5h15, station Berry-UQAM. Dans les couloirs, c'est l'habituel défilé des anonymes qui, je l'espère, le resteront. En marchant, j'intercepte tour à tour un regard triste, un sourire, une indifférence complète et complètement abrutissante. Il m'a donné rendez-vous au centre. Je ne l'aperçois qu'après avoir passé les tourniquets. Plus d'échappatoire. Il se tient debout sur le disque, trônant fièrement. Comme à l'accoutumée, il arbore cet air nonchalant et incroyablement à l'aise. Il me repère aussitôt. Son sourire me le confirme, alors que je me sens fondre. Je lui envoie subtilement la main, ne voulant pas attirer l'attention des curieux. Il ne bouge pas. Il m'invite à le rejoindre. Mon pouls s'accélère. Pourquoi me demande-t-il ça? Il sait pourtant. Je réitère mon geste, mais il ne bronche pas. J'observe nerveusement les environs avant de m'approcher du podium. Il me tend la main. J'hésite. Je sais qu'on nous épie. La perte de conscience me guette, mais je lutte. Il en vaut la peine. Il est le seul qui compte réellement. J'attrape sa main et le rejoins d'un bond sur l'échafaud. Silence de mort. Tous les anonymes se retournent vers nous. Leurs orbites sont vides. Noires. Me voilà découvert. Merci à Denis Martin Chabot pour sa présence sur scène, nous présenter le recueil. Nous allons accueillir maintenant M. Claude Lalande, le président du conseil d'administration de Fierté littéraire. Bonjour, Maître Claude. Bonjour, Maître Raymond. Comment on se sent ce soir, un lancement d'un livre, Fierté littéraire, on en est le président. Comment tu te sens? Ben, il y a de la fierté dans l'air, comme le dit le titre. C'est vraiment, vraiment une grande fierté pour moi parce que c'est peut-être le deuxième recueil de prose de Fierté littéraire, mais c'est le premier depuis que je suis président du conseil d'administration. Alors, c'est quelque chose. Ton premier bébé qui accouche aujourd'hui. Oui. Et est-ce qu'il y a un niveau de stress quand on est directeur, président d'un conseil d'administration, il y a des activités, un nouveau livre, un paquet d'auteurs qui veulent se présenter. C'est quoi le stress qu'un président peut vivre? Ben, le stress n'est pas trop élevé parce que on a un excellent directeur général. Ah oui, Denis Martin Chabot fait quand même Fierté littéraire depuis 2012. Cette année, ça va être la 10e édition. Alors, on est entre bonnes mains. Ah, ben c'est bien ça. Comme président, ben, on ne peut pas rêver de mieux. Fierté littéraire, pour toi, il y a un lancement ce soir. Quelles sont les autres activités que vous prévoyez cette année? Ben, depuis le début, on est proche collaborateur de Fierté Montréal. Et puis, on présente nos activités à Fierté Montréal depuis 2012, justement. Mais il y a un paquet de nouvelles initiatives qui sont en branle. On a des partenariats, un beau partenariat avec les éditions TNT, puis on est très reconnaissant là, que le Bistrot Sainte-Cat nous accueille aujourd'hui, puis que les éditions TNT soient en partenariat justement avec nous pour l'édition de nos recueils. Puis il y a eu des recueils de poésie depuis 2 ans. Et puis, il y en a d'autres à venir. En plus, on a eu une belle subvention du ministère de la Justice, le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie, pour un beau projet. On ne peut pas donner tous les détails maintenant. Mais pas de scoop! Oh. Ben, un petit scoop, mais il va y avoir un appel à texte sur un sujet très particulier. On va l'annoncer bientôt, mais on sait déjà que les éditions TNT vont publier les textes soumis à ce concours. Ah, mais ça, c'est intéressant. Ouais. Et en même temps, Fierté littéraire, bon, il y a Fierté Montréal, on est surtout dans l'anonymat de la grande ville. Comment ça se passe en région?
Ben, on a un nouveau partenariat. D'ailleurs, notre directeur général, Denis Martin Chabot, et le président d'honneur, je ne sais pas trop le titre, de Fierté du Fleuve, basé à Rimouski. Et on vient conjointement de lancer un appel à texte sur le thème « Le grand départ » dans un contexte diversité sexuelle et de diversité d'expression de genre. Alors, c'est une belle initiative de ce côté-là. Et ça, c'est une initiative spécifiquement pour les auteurs du bas du fleuve? Non, c'est tout le monde? ouvert à tout le monde. OK. C'est leur projet auquel on s'est associé avec un plaisir immense. Ah, ben c'est bien. Donc, ça commence à bouger en région. Donc, peut-être qu'on va être prêt à avoir un paquet de livres régionaux en plus de fierté littéraire provinciale. C'est ça. Puis, on a une association qui se bâtit. On ne sait pas encore les détails, mais avec la Fête Arc-en-Ciel de Québec. Puis, il y a d'autres projets là, qui sont pas encore accouchés. Donc, en gestation, on doit demeurer un petit peu discret, mais c'est vraiment bien. Puis une autre initiative qu'on a, c'est qu'on a eu une subvention du gouvernement fédéral dans le cadre des Nouveaux Horizons pour les aînés. Et puis, on a obtenu des sous pour, en fait, lancer un cercle de lecture qui est principalement destiné aux gens de 55 ans et plus, mais aussi aux alliés de la communauté LGBT+. Alors, le cercle de lecture, on en a déjà lancé un. Il va y en avoir d'autres à l'automne. Puis, on a un deuxième volet à ça, c'est des appels téléphoniques à des personnes en isolement qui vont recevoir des appels d'auteurs, autrices, auteuristes, qui vont jaser avec eux et leur lire des textes. Ah, mais c'est plaisant, ça. Ouais. Donc, à ce moment-là, ils pourraient lire le texte par téléphone, leur envoyer un courriel avec le texte. Ils pourraient se l'imprimer, le mettre dans la chambre aussi. Ben oui. Donc, c'est très plaisant. C'est très ouvert. D'autres scoops pour la fin? D'autres scoops pour la fin? Ben, je voudrais peut-être remercier, puis je vais m'assurer de ne pas en lâcher. Il ne faut jamais en oublier. Les gens qui ont permis la publication de ce recueil. Donc, le bar Le Cocktail dans le village, qui a été l'hôte de toutes nos compétitions, qui sont recueillies dans ce recueil, justement. La Fondation Émergence, qui nous a donné un soutien financier. Naturellement, Fierté Montréal et ses partenaires TD et FIDO, qui nous donnent un gros financement pour ça. La CSN a contribué et finalement, en pandémie, pour nos éditions virtuelles et la publication du recueil, on a eu une subvention, un soutien financier du gouvernement fédéral administré par la Croix-Rouge. Alors, on veut remercier tout ce monde-là et bien sûr, on veut remercier Raymond Vigé qui est une inspiration pour nous. On vous remercie infiniment pour votre présence, votre implication, pour votre premier bébé. Ça ne fait que commencer. Donc, le recueil, disponible aux éditions TNT. On peut le commander sur Internet, éditionstnt.com. Sinon, dans toute bonne librairie, ils l'auront peut-être pas en stock, mais vous demandez, « Hey, je veux en avoir un. » Faites-les descendre de Montréal. On veut l'avoir à Rimouski, à Québec, partout à travers le Québec. Merci tout le monde et bonne écriture.